Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'actualité de ce jour. Le sommaire, le sténocarpa est une plante qui produit à la fois du haricot et des tubercules. Il pousse dans les collines, notamment à Banté. Vous aurez plus de détails sur cette plante dans cette édition. En Tunisie, des lycéennes se mobilisent contre la discrimination. Au lieu de la blouse bleu marine réglementaire, elles viennent au cou vêtues d'un t-shirt blanc. Au Kenya, le gouvernement est à pied d'œuvre pour convaincre les femmes à adopter l'utilisation des méthodes du planning familial. C'est tout pour le sommaire. Merci de nous préférer. La lutte pour la sécurité alimentaire est devenue un enjeu pour le continent africain. C'est tout naturellement que cette question était au cœur de la 33e session annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires tenue à Cotonou du 4 au 8 décembre 2017. La même question a été abordée au cours du Malabo Montpellier Forum. Eh bien, tous les panélistes de ces forums peuvent se réjouir. Une espèce végétale nutritive longtemps ignorée pourrait permettre des avancées sur la question. Il s'agit d'une légumineuse, le sténocarpa, qui produit à la fois du haricot et des tubercules. Il a fait l'objet d'une étude de recherche suivant les propos du Dr Ulfried Zamenou et le professeur Pierre Dossuovo. Et dans les langues vernaculaires, en fond, il est appelé Atingicien Ikon. Et dans la langue parlée à Banté, il l'appelle Sissé. Alors c'est une légumineuse qui est gorgée de potentiel nutritionnel et dont la consommation apporte d'énormes éléments nutritionnels. Donc renforce énormément la santé. Et ce qui nous a orientés vers cette légumineuse, c'est notamment le caractère ignoré, négligé et donc sous-exploité de cette légumineuse. Il est inadmissible qu'à l'horizon, à l'ère 2017, qu'on parle encore de la malnutrition au niveau du continent africain, de la famine, et que parallèlement à ça, nous puissions considérer encore, nous puissions encore compter au nombre de nos richesses agricoles, des produits agricoles doués de potentiel nutritionnel qui devaient normalement contribuer donc à renforcer la santé de la population. En Afrique, nous usons trop de tabous. Les tabous font partie intégrante de notre culture et puis impactent des fois négativement au bien-être de l'individu social. Le Stenophilus sterocarpa, une plante, une légumineuse qui donne du haricot en haut et en bas, sous la terre, ça produit une tubercule qui ressemble typiquement à la patate douce. Il y a des populations qui consomment ces choses-là pour leur bien-être, mais pourquoi chez nous, on entoure cela de tabou? C'est une plante de savane, de brousquille qui pousse dans la nature sans un contrôle humain. Mais on peut développer sa culture, on peut l'adapter aux cultures habituelles. On nous avait dit dès le départ que c'est les Nagos qui ont l'habitude de consommer. Alors nous avons dirigé notre investigation vers ces zones-là. Et effectivement, on a retrouvé la plante. Là-bas, nous avons rencontré les paysans qui ont donné leurs explications, leurs approches de la plante. On en a cueilli, on a amené ce haricot. Les tubercules, on n'a pas pu en trouver en dessous. Donc nous nous sommes dit, ça doit être alors un problème de maturité, de saison ou bien quoi. Bon. Mais au Congo, on trouve tout de suite facilement les tubercules en dessous. Donc d'ailleurs, le nom le dit, c'est une plante africaine. Ça a été découvert pour la première fois en Afrique. Ça peut exister sous d'autres cieux dans le monde. Mais pour la première fois, découverte en Afrique, c'est pour cela qu'ils l'ont appelé Africa Yam Beans.
Des propos recueillis par Laurent Tonekes et Damien Pedro. Les douaniers ont participé à une formation sur le système de contrôle des substances appauvrissant la couche d'ozone, une action qui va permettre la sauvegarde de cette couche. C'est une initiative du Bureau national ozone. Retour sur la cérémonie d'ouverture qui a été présidée ce mercredi par le représentant du directeur général de l'environnement et du climat. Le point, c'est avec Carole Olaye et Damien Pedro. Permettre aux douaniers de mieux contrôler l'entrée des substances appauvrissant la couche d'ozone sur toute l'étendue du territoire national, c'est là l'objectif principal de cet atelier de formation organisé par le ministère du Cadre de vie. Une initiative qui vise à court et moyen terme la réduction progressive de la production et de la consommation des hydrofluorocarbures, une des mesures contenues dans le protocole de Montréal adopté et amendé en octobre 2016 à Kigali. L'objectif visé est de permettre aux agents des douanes de s'enquérir de tout le dispositif nécessaire à reconnaître ces substances-là et à les détecter de manière à empêcher l'entrée frauduleuse sur notre territoire de ces différents produits qui risquent, disons, d'entraver la bonne tenue de l'environnement au Bénin. La mise en œuvre du Quick Tool facilitera l'atteinte de cet objectif. 48 heures durant, ces douaniers en poste au niveau des frontières béninoises vont s'approprier le contenu de cet outil qui n'est rien d'autre que l'ensemble des règles à suivre pour un meilleur contrôle des fluides frigorigènes afin de mettre un terme à la contrebande des produits appauvrissant la couche d'ozone au Bénin. Avant qu'un douanier n'autorise la sortie d'un produit, d'un fluide frigorigène, il doit vérifier si d'abord l'importateur a un agrément pouvant lui permettre de commercialiser ce produit. Le douanier, en contrôlant cet agrément, il se rassure que cet importateur est en règle par rapport à cette importation de fluide frigorigène. Parce que si nous donnons l'agrément, nous fixons aussi un quota d'importation de cette substance. Comme je viens de le dire, nous avons un calendrier d'élimination. Donc, toute importation doit être réglementée. Le contrôle des hydrofluorocarbures aura des avantages énormes dans la protection de l'environnement et va susciter l'utilisation des gaz à faible potentiel de réchauffement global. Après 12 ans de léthargie, la Grande Commission de coopération mixte Bénino-Burkinabé relance ses activités. La 4e session de cette Grande Commission s'est tenue les 21 et 22 décembre 2017 à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Reportage. 9 projets d'accord signés entre le Bénin et le Burkina Faso. C'est le bilan de la 4e Grande Commission mixte de coopération Bénino-Burkinabé qui se tient après 12 ans de léthargie. Les travaux de cette session qui ont duré du 21 au 22 décembre 2017 ont abouti à la signature des accords de coopération dont nous parle l'ambassadeur Eric Aousouk-Bémen, directeur Afrique et Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères du Bénin. Accord relatif à la coopération entre le médiateur du Faso et le médiateur du Bénin. Accord de coopération militaire. Accord de coopération technique dans le domaine de la santé. Accord de coopération en matière de transport et de transit. Accord de coopération en matière d'information, de médias et de presse. Accord de coopération dans le domaine de la sécurité. Les résultats obtenus traduisent les préoccupations du moment et leur mise en œuvre aura un impact positif sur la coopération entre le Bénin et le Burkina Faso, pense le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari. Pour ce faire, nous devons envisager des cadres de suivi et d'évaluation interne, lesquels nous permettront à tout moment d'identifier les obstacles éventuels qui peuvent entraver une exécution optimale des dites décisions et recommandations. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Aurélien Agbenonchi, note avec un sentiment de satisfaction et le sens du devoir accompli que les objectifs assignés par les deux chefs d'État, Patrice Talon et Roch-Marc Christian Kaboré, le 9 et 10 octobre dernier à Ouagadougou, lors de la visite de travail du président béninois, ont été atteints.
Je ne doute pas un seul instant que les accords que nous venons de signer dans des secteurs vitaux de notre économie, de nos économies respectives, contribueront à renforcer sensiblement nos institutions démocratiques et à améliorer la libre circulation des personnes et des biens à travers nos deux pays, avec pour impact direct l'accroissement des échanges commerciaux et l'épanouissement de nos populations. Je voudrais me réjouir de la régularité et de la permanence des rencontres au niveau de nos institutions étatiques malgré la longue période de léthargie qu'a connue la Grande Commission mixte de coopération. Ces contacts multiples qui, selon les circonstances, se prennent de manière formelle ou informelle, ont permis de régler des problèmes parfois pointus à la grande satisfaction de nos populations et de préserver les intérêts vitaux de nos deux États. Le ministre des Affaires étrangères se réjouit également de la manière dont les Béninois sont traités au Burkina Faso suite aux différents témoignages des Béninois qui y vivent. Il a à cet effet adressé ses remerciements au ministre burkinabé et à leur président. Au thème de cette 4e session, il a été décidé que la 5e session de la Grande Commission mixte de coopération bénino-burkinabé se tiendra à Ouagadougou en 2019. Et nous restons avec vous, Laurent Tonekes, pour parler du 25e stage de formation des techniciens en identification criminelle démarré en novembre dernier, qui a pris fin ce jeudi 21 décembre au Centre de perfectionnement de police judiciaire. Ces techniciens désormais formés seront déployés dans les unités de police et de gendarmerie pour à l'identification des criminels sur les scènes de crime. Reportage. Ils sont au total 18 techniciens en identification criminelle livrés au profit de la police et de la gendarmerie nationale au thème du stage de la 25e promotion qui a duré du 13 novembre au 22 décembre 2017. Ce stage figure dans le plan annuel de travail du CPPJ, Centre de perfectionnement de police judiciaire. Ce stage qui vient de s'achever figure en bonne place dans le plan de travail annuel du Centre de perfectionnement de police judiciaire. Et il cadre bien avec l'objectif stratégique qui consiste à avoir des personnels bien formés, bien qualifiés pour répondre aux nouveaux défis sécuritaires du moment. C'est l'occasion pour moi de renouveler mes vifs remerciements au gouvernement de notre pays pour avoir donné les moyens qui ont permis d'organiser ce stage et aussi de saluer tous ceux qui de loin ou de près ont œuvré pour l'effectivité du stage. Le stage a eu lieu grâce aux intervenants extérieurs, les magistrats, les médecins qui ont également apporté leurs contributions. Il est revenu au capitaine Sébastien Quinton de présenter le contenu de ce stage. Le stage qui a démarré le lundi 13 novembre 2017 rassemble 18 stagiaires, dont 10 gendarmes et 8 fonctionnaires de police. Cette formation de techniciens en identification criminelle qui s'achève ce jour avait pour objectif principal de faire de ces stagiaires issus exclusivement de la gendarmerie et de la police nationale du Bénin des enquêteurs professionnels de premier échelon capables de rechercher sur une scène de crime les traces et indices nécessaires à la manifestation de la vérité. Les stagiaires, par la voix de leurs représentants, sont convaincus des connaissances qu'ils ont acquises et qui font d'eux des techniciens avérés en identification criminelle. Ces atouts feront de nous des ambassadeurs du Centre de perfectionnement de police judiciaire partout où le service nous appelle pour témoigner de l'enseignement de qualité reçu de ce centre en matière de police technique et scientifique, gage d'efficacité face aux nouvelles menaces et à la recrudescence de la criminalité. Pour le directeur général de la gendarmerie par intérim, c'est une occasion pour ces techniciens de se spécialiser dans un contexte de fusion de la gendarmerie et de la police nationale. Par ce stage, vous êtes entré dans la spécialisation des différents métiers qui vont composer désormais la police républicaine. Si vous y mettez maintenant, ce serait bien pour vous parce que vous allez être spécifiquement des enquêteurs. Vous allez faire partie d'une direction de la police judiciaire qui va désormais travailler étroitement avec la police
avec les procureurs de la République, avec les parquets. Ce ne serait plus que l'on va mélanger votre métier avec la sécurité publique pour ne pas vous permettre de vous investir comme cela se doit. Ces techniciens rejoindront leurs unités respectives pour mettre en pratique les connaissances reçues afin d'identifier désormais les criminels qui ne sont jamais démasqués faute de spécialistes. L'éducation civique et morale, ECM en abrégé, est en voie de disparition dans le système éducatif du Bénin. Cette matière, qui était jusqu'à l'année dernière enseignée dans quelques collèges et lycées, a été suspendue à la rentrée scolaire 2017-2018 et pourtant, elle permet d'inculquer aux apprenants des valeurs citoyennes et morales. Quelques enseignants de cette discipline expriment ici leur étonnement de sa suppression. Écoutez-les. L'éducation civique et morale actuellement est en voie de disparition, on peut le dire ainsi, puisqu'il n'y a pas une décision officielle. Cette année, vu la nouvelle réforme qui a permis aux enseignants d'être acceptés dans l'enseignement secondaire, je nommais les vacataires, beaucoup de ces enseignants se sont vus retenus dans les écoles où ça s'enseigne, mais malheureusement, les directeurs, les responsables d'établissements n'ont pas permis que la matière se fasse. Et malgré que ce soit une décision des autorités qui ont permis à ce que cela soit introduit dans le système éducatif, je veux nommer le circulaire numéro 283, ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de la réinsertion des jeunes, DC, SGM, IGPM, SA du 13 février 2014 relative à l'introduction de l'éducation civique dans le système éducatif. Donc les textes de loi sont là. Les enseignants qui ont bénéficié des heures par le passé, qui enseignaient cette discipline, nous ont contactés et nous ont fait savoir que le cours n'est pas exécuté. Même ceux qui ont démarré dans des collèges donnés se sont vus arrêtés. Nous n'avons pas pris service jusqu'à présent. Nous avions été sélectionnés comme tous les autres enseignants vacataires au cours de l'année 2017-2018. Mais à la prise de service, on nous fait comprendre que d'attendre une semaine, 2 semaines, jusqu'à ce que nous sommes en train de finir les 3 mois. Et nous sommes dans les congés aujourd'hui. Nous enseignons de l'éducation civique et morale dans les CEG, je ne sais pas pour quel motif. Sinon, l'information n'est pas officielle. Je dirais elle est officieuse parce qu'il n'y a pas une décision venant d'une autorité supérieure administrative interdisant l'enseignement de l'éducation civique et morale au cours de l'année 2016-2017. Même il y a un arrêté de 2014 qui faisait obligation aux directeurs, aux chefs d'établissement d'introduire la dite matière dans les différents collèges. Mais cette année, pour quel motif nous autres, nous sommes laissés pour compte, je ne saurais le dire. Si aujourd'hui, nous prenons pour peut-être la seule mesure pour lutter contre la corruption, l'emprisonnement des gens, nous n'aurons rien fait. Parce que quoi, il faut d'abord enseigner à l'enfant, aux jeunes apprenants, les valeurs qui sont les valeurs citoyennes. J'aimerais dire au nouveau ministre, M. Maouyon Kakpo, de se saisir de ce dossier. Parce que c'est une décision qui serait prise avant son arrivée. Des propos recueillis par Fréjus Seoin et Denis Maroya. Hors du Bénin, en Tunisie, des lycéennes se mobilisent contre la discrimination. Au lieu de la blouse bleue marine réglementaire, elles sont arrivées vêtues d'un t-shirt blanc en défiant les consignes de leur lycée qui n'imposent qu'aux filles de porter un uniforme. Ces Tunisiennes réclament la fin de la discrimination. Reportage. Siwar a 18 ans et étudie au lycée pilote de Bizerte en Tunisie. Elle et ses camarades ont décidé de ne plus porter la blouse, pourtant réglementaire. Cet uniforme bleu, arrivant au bas du dos, est obligatoire pour les filles et les filles seulement. Elle demande donc un traitement égal. Notre problème, ce n'est pas le tablier en lui-même. Ce n'est pas ça le véritable problème. Ce que nous critiquons, ce sont les raisons pour lesquelles le tablier est porté par les filles uniquement. Si le tablier était imposé à tout le monde, il n'y aurait pas de critique. D'après les autorités, la blouse a pour but de gommer les inégalités sociales entre les élèves. Et refuser de la porter peut entraîner une expulsion.
Mais de nombreuses jeunes filles la voient comme une hypocrisie, d'autant que la Constitution de 2014 stipule l'égalité homme-femme. Comme Siwar, elle se mobilise. Une campagne intitulée « Je ne la porterai pas en arabe » a vu le jour. C'est terrible le message que véhicule ça. Pour moi, c'est vraiment un message qui dit que le corps des femmes est à disposition des hommes. Et que donc il faut que leurs petits camarades soient tranquilles, qu'ils ne soient pas perturbés par le corps de ces jeunes filles. La Tunisie est considérée comme pionnière dans la région pour le droit des femmes. Et le discours officiel met en avant l'égalité des sexes. Mais la société reste parfois conservatrice et les autorités veulent inclure toutes les parties dans la transition actuelle. Il y a du mouvement, la société tunisienne est en train de changer, la mentalité des élèves est en train de changer aussi. Nous devons l'accepter et essayer de l'encadrer. Mais cet encadrement ne doit pas être assuré par nous uniquement en tant que délégation au ministère de l'Éducation. Il faut impliquer toutes les parties prenantes dans ce débat pour que les issues soient collectives et que les solutions puissent satisfaire tout le monde. La Tunisie a vécu une révolution en 2011 qui a mis fin à 23 ans de dictature. Mais pour Siwar et ses camarades, leur propre révolution ne fait que commencer. Avant de boucler cette édition, allons au Kenya. La mortalité infantile et le mariage précoce préoccupent les dirigeants de ce pays. Pour faire face au problème, le gouvernement a initié des séances de sensibilisation sur les méthodes contraceptives. Reportage. Parler de sexualité et découvrir les différents moyens de contraception, c'est l'objet de la discussion aujourd'hui. Ici, dans le nord-est du Kenya, les habitants ne sont guère habitués à avoir ce type de conversation. Dans la région de Wajir, seuls 2% de la population utilise des moyens contraceptifs, contre une moyenne nationale de 58%. Ces femmes d'origine somalie sont souvent mariées avant 18 ans et connaissent des grossesses précoces qui peuvent entraîner des soucis de santé. J'ai commencé à utiliser le planning familial pour être en meilleure santé et pour que mes enfants soient en meilleure santé. Avant d'espacer mes enfants, j'étais très malade. Au début de ma grossesse, je ressentais des douleurs aiguës et pendant l'accouchement aussi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Si Safia va mieux aujourd'hui, c'est grâce au programme de sensibilisation lancé en 2014 par l'ONG britannique Save the Children en collaboration avec le gouvernement kényan. Nous les sensibilisons à l'importance du planning familial, à l'importance d'espacer les enfants, aux effets néfastes des mariages précoces et aussi aux conséquences de l'excision. Un véritable défi car dans la culture somalie, une grande famille est symbole de richesse. Ici, une femme donne naissance en moyenne à 8 enfants. Historiquement, dans la culture africaine, les gens ont plusieurs femmes et ils ont de nombreux enfants. Donc ils voient cela comme une idée venue d'Occident, une idée venue de l'étranger visant à limiter leur nombre pour mieux les coloniser. Le programme s'est aussi heurté aux croyances religieuses des habitants, nombreux à penser que le planning familial est proscrit par l'islam. Pour faire face à toutes ces réticences, l'ONG a sollicité l'aide des influents chefs religieux. Chaque semaine, des formations leur sont données et ils vont ensuite répandre la bonne parole dans les villages. Après plusieurs semaines de réflexion et après avoir reçu la bénédiction de son mari, Fatouma a ainsi décidé de se faire poser un implant contraceptif. C'est une décision personnelle d'utiliser le planning familial. Et vu que ma religion l'accepte, eh bien je vais l'utiliser. Comme Fatouma, plus de 3000 femmes ont débuté un planning familial au premier trimestre de cette année. Elles étaient moins de 1400 un an plus tôt. En 2 ans, les résultats du programme de Save the Children sont très encourageants. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.